Bienvenue à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de l'analyse de l'actualité internationale. Au menu de ce numéro d'Enjeux politiques, les perspectives d'une transition à polémique en République du Mali. Le colonel Assimi Goïta a préféré le costume de président de la transition qu'il s'est cousu à coups de putsch en moins d'un an à son habituel treillis militaire conventionnel. Jusqu'à quand la fin de la transition, s'interroge-t-on. Et quelle chance pour la tenue du scrutin présidentiel au Mali? À suivre toujours dans ce numéro d'Enjeux politiques, la triste fin pour Omar El-Béchi. Le Soudan se résout désormais à mettre à la disposition de la Cour pénale internationale CPI 3 anciens dirigeants, parmi lesquels l'autocrate déchu Omar El-Béchi, recherché pour génocide et crimes contre l'humanité lors du conflit de Darfour. Je ne vous en prends rien. C'est du moins ce qu'a annoncé le mercredi 11 août dernier la ministre des Affaires étrangères du Soudan. Hors du continent africain, le peuple haïtien a à peine eu le temps de faire le deuil de Jovenel Moïse, le président défunt, que la nature le soumet à nouveau au catastrophique séisme au bilan accablant d'environ 2000 morts et plus de 9000 blessés. Et pour finir ce numéro de votre émission Enjeux politiques, nous aborderons la crise, que dis-je, le branle-bas, le chaos afghan. Voilà pour l'ossature de ce numéro d'Enjeux politiques. Bienvenue à toutes et à tous. Pour faire l'exercice avec moi, comme vous le savez, j'ai mes deux compagnons de toutes les semaines, ou de chaque 2 semaines, si vous le voulez. Morgane Metonji Assogba, il est spécialiste des questions internationales. Morgane, bienvenue. Merci de votre disponibilité. Je vous en prie. Face à vous, notre nouvel ami que nous avons appris à adopter, de par sa lecture très pointue des faits politiques béninois et au-delà des frontières du Bénin. Olivier Descampos, bienvenue à vous. Merci d'être des nôtres. Merci. Alors, je l'ai dit, le menu est assez corsé, pointu, fourni et bien chargé. Sur ce numéro d'Enjeux politiques, nous allons rester sur le continent au départ, plus précisément au Mali, pour remonter à l'histoire, refaire ce devoir de mémoire pour les amis, auditeurs et téléspectateurs qui peut-être ont eu le temps d'oublier un pan de cette série de putsch. Géré de maître par Assimi Goïta. On va vous permettre de suivre l'essentiel de cette série de putsch proposée par les confrères de RT France. On revient bien après ce reportage. Il y a un an, le 18 août 2020, la junte militaire renverse le gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta après plusieurs mois de manifestations dirigées contre l'exécutif. Celui qu'on surnomme Ibeka est accusé de corruption et d'immobilisme face à l'insécurité galopante qui règne dans le pays. Le président déchu et son premier ministre sont conduits par les soldats au camp militaire de Kati, dans le nord-ouest de Bamako. Après ce putsch, le colonel Assimi Goïta est porté au pouvoir par l'organe politique de la junte, le Comité national pour le salut du peuple. De son côté, la communauté internationale condamne le coup d'État et réclame le retour d'un gouvernement constitutionnel. Le 21 septembre 2020, la junte sous pression internationale s'engage à une transition vers un pouvoir civil et se donne un délai de 18 mois. Le poste de président de transition est confié à l'ex-ministre de la Défense Bandao et le colonel Goïta devient donc vice-président de la transition. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Mokhtar Ouane, est alors chargé de former un gouvernement constitué le 5 octobre avec des militaires aux postes clés. À la suite d'une contestation grandissante dans les rues, Ouane présente la démission de son gouvernement le 14 mai 2021 avec l'espoir d'en former un nouveau. Écarté des portefeuilles primordiaux, la junte militaire frappe à nouveau avec l'éviction de Bandao le lundi 24 mai 2021. Le président de transition et le premier ministre Mokhtar Ouane sont arrêtés. Le colonel Assimi Goïta assure que de nouveaux horizons politiques sont en vue pour 2022. L'Union africaine, la France et l'Union européenne condamnent fermement le nouveau coup de force de la junte militaire, 9 mois seulement après la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta. En coulisses, malgré la dissolution du CNSP, la junte militaire tient les rênes du pays. Le 11 juin 2021, le colonel Assimi Goïta forme un gouvernement et attribue à son équipe militaire des postes clés.
Le 30 juillet, le Premier ministre Choguel Maïga présente son plan d'action comprenant notamment des élections présidentielles et législatives qui doivent marquer la fin de la transition et le retour à l'ordre constitutionnel prévu en 2022. Dans un contexte politique fragile, Emmanuel Macron annonce alors le désengagement militaire de la France au Sahel. Paris préfère miser sur les forces spéciales européennes Takuba pour prendre le relais de la force Barkhane. Olivier Dubois, le seul otage français au monde, est détenu depuis plus de 4 mois au Mali par le GSIM, groupe terroriste affilié à Al-Qaïda. Leur chef, Iyad Ag-Ghali, a récemment salué la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan. Selon lui, le retrait des troupes américaines et l'arrivée des talibans est un modèle à suivre pour le Mali. Une chose tombe bien sous le sens, le colonel Assimi Goïta est un cadre bien formé, qu'on pourrait même qualifier d'expert en question de putsch sans bain de sang. Puisqu'il a fait, il en a conduit une série sans le moindre décès. Morgane Metondier Assoba. Déjà, je vais peut-être prendre le contact du couturier de M. Goïta pour le recommander. Parce que vous faites une introduction qui est assez intéressante lorsque vous parlez de sa position de président à coup de putsch et lorsque vous parlez aussi de son expertise. Parce que cela peut s'apprécier. Ah oui. Ça n'arrive pas tous les jours de voir des coups d'État ou en moins d'un an. Sans bain de sang. Vous l'avez précisé. Ah oui. Et là, je salue cette introduction. Maintenant, qu'en est-il ? Nous nous rendons compte que le Mali, actuellement, après cette série de punch, ce changement de leadership au niveau de l'État, nous présente le point culminant de toutes les difficultés qu'il a dû traverser depuis qu'il a connu l'indépendance et qu'il a décidé d'emprunter ce chemin démocratique, qui est effectivement la difficulté à instaurer ou installer un système de leadership politique efficace et efficient. C'est un fait. C'est assez appréciable. Mais la problématique ou sinon la situation qui mérite réflexion aujourd'hui, c'est la méthodologie qui va viser à réinstaller cette fois-ci, du moins à installer cette fois-ci, un système qui pourra être considéré comme durable. Et nous nous rendons compte que dans la démarche qui est suivie jusque-là, on est resté dans ce qu'on a l'habitude de faire. Après un coup d'État, on installe une période de transition assez courte pour les concernés, parce que lorsqu'on écoute les Maliens qui ont une certaine expertise de leur pays, ils insistent pratiquement tous sur le fait que la période de transition, le délai qui est accordé pour remédier à ce problème d'instabilité ou d'inefficacité des systèmes de leadership mérite un peu plus de temps que ce qu'on a l'accoutumé de voir. Et lorsque vous observez l'histoire, vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a une problématique là. Mais est-ce que la problématique se trouve au niveau du temps ? Et cela nous permet aujourd'hui de dire que ce délai de 18 mois qui a été fixé risque hautement de ne produire que les mêmes effets si d'aventure on insistait beaucoup plus sur le délai que sur le travail à faire. Ah oui. Parce que là, on a l'impression que aussi bien la communauté internationale que certains acteurs politiques du Mali font une fixation sur la nécessité de respecter le délai au lieu de s'appesantir sur probablement qu'est-ce qu'il y a à faire pour résoudre une fois pour de bon le problème. Exactement. Et combien de temps cela va prendre. On a l'impression qu'on fixe le temps avant même de s'intéresser au travail à faire. Ah oui. Et cela, c'est quelque chose qui mérite vraiment réflexion. À vous suivre, cette transition risque d'être élastique. Olivier Michel de Campos, le Mali, l'Afrique et le reste du monde attendent toujours le changement, un an après. Alors merci. D'abord, il faut dire qu'en l'espace d'un an, nous sommes passés d'une transition, il faut dire civile, militairement assistée, à une transition militaire
civilement assistée, pour ne pas dire une transition militaire tout court, parce que c'est le colonel qui est actuellement en charge de la fonction présidentielle totalement. Alors, je vais rebondir sur les propos de mon confrère pour appuyer également ce qu'il disait par rapport à cette formule-là que je dirais un peu de la communauté internationale. C'est-à-dire, le Mali vit aujourd'hui ce qu'il a toujours vécu depuis 1968, les coups d'État à répétition. Et on observe que la démarche qui est mise en œuvre par les grandes puissances ou par les partenaires occidentaux est toujours la même. Et elle a été maintes fois mise en application et elle a toujours échoué. Alors, à présent encore, on nous resserre la même formule et on va droit justement à ce même échec-là. Et comme le disait mon confrère, on fixe déjà le calendrier, on décide déjà même de la date de la tenue des élections avant même de faire le travail préalable qui doit aboutir à ces élections-là. Et il ne vous aurait pas échappé que la situation sécuritaire, notamment pour ne pas dire économique, sociale, politique et consorts, dans le pays actuellement, techniquement parlant, ne permet pas concrètement d'entrevoir l'issue d'une élection. Quelle est l'emprise des autorités maliennes sur le territoire actuellement? Ils maîtrisent et gouvernent environ à peine un tiers du territoire. Tout l'ensemble du nord et une bonne partie du centre et jusqu'un peu au sud est aux mains des groupes djihadistes ou des groupes... Mais la pertinence de votre lecture réside dans le fait que, voilà, après une telle série de putsch, au fait, les instances internationales et je dirais maliennes devraient normalement s'asseoir peut-être et quantifier ou établir peut-être une feuille de route. Et c'est à l'issue au fait de cette feuille de route que voilà, on pourra se décider d'établir ou de définir la fourchette à donner à cette, ou bien le mandat à donner à cette équipe de transition. Oui, ce qui n'a pas été fait. Tout à fait. Je pense qu'il y a un travail de refondation à faire. C'est ce travail-là qui a manqué depuis les premiers putschs qu'il y a eu successivement jusqu'à... Ils en sont aujourd'hui au 4e ou au 5e. Et ce travail de refondation-là, tant qu'il ne sera pas fait, et à chaque fois qu'on va avoir des difficultés au niveau politique, au niveau social, économique, il y aura des putschs, on va remettre encore la transition 6 mois, 18 mois, 1 an, 2 ans. On revient encore avec un gouvernement, une élection. L'élection, c'est pas, il ne faudrait pas qu'on voit l'élection comme la fin de tout. Il faut faire une élection, il faut élire un gouvernement civil, il faut remettre le processus démocratique. Oui, mais avant d'arriver à cette étape, il faudrait refonder la nation. Aujourd'hui, la nation malienne, ce qu'on appelle nation, n'existe plus. Il y a une fracture, il y a une cassure. On n'en parle même pas des dissensions, des difficultés, des conflits communautaires. Donc, il y a tout ce travail-là. Et ce qui tombe bien sous le sens, c'est que, quelle que soit la bonne volonté, la bonne foi dont fait preuve une équipe de juntes ou de militaires, de quelque transition que ce soit, l'opinion internationale n'est rassurée que dès lors que c'est une équipe de civils. C'est à croire que les militaires sont craints ou bien ne font pas bonne presse. Où se situe au fait cette peur? Qu'est-ce qui justifie cette peur, cette crainte? Sinon, Assimi Goïta a fait quand même, pour avoir conduit, même si les putschs ne sont pas à souhaiter, pour en avoir conduit 100 bains de sang, c'est quand même la preuve je ne sais pas, d'un pacifisme donné. Donc l'opinion internationale devait quand même le faire, lui accorder ne serait-ce qu'une mince part. Le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute. Oui. Que craint-on? Ce qui est craint n'est pas forcément... On ne dira pas que c'est une crainte. On dira que nous nous retrouvons dans un système qui, d'abord, qui a été labellé par des personnes ou par des institutions en position de label. C'est-à-dire, vous ne faites pas un label si vous n'avez pas les capacités d'en faire la promotion. Et donc, ces institutions ou ces entités ont tellement fait la promotion de leur label que c'est devenu ce qu'on pourrait appeler dans notre jargon la mode. Si tu ne t'habilles pas ainsi, si tu ne fonctionnes pas ainsi, eh bien, on ne t'accepte pas. Pour appartenir à cette communauté et pour bénéficier de l'appui de cette communauté, tu dois fonctionner ainsi. Et donc, ce label est utilisé comme l'unité de mesure et l'indicateur d'un bon fonctionnement.
malgré le fait... L'indicateur d'un climat démocratique. Oui, malgré le fait qui que reste le cela... fait que ce soit civil qui dirige. Malgré le fait que Une cela nation qui se veut démocratique. n'est pas une vérité partout. Parce qu'on a des pays qui ont eu à leur tête des hommes en tenue à des moments donnés et que ça a fonctionné. Et qui ont eu à leur tête des hommes civils, des civils, et que ça n'a pas fonctionné. Et il y a des moments, vous savez, on a un déficit de contextualisation de la politique, de leadership des pays. Et cela est un label qui semble être instauré par la communauté internationale, comme vous l'avez souligné. Même si on comprend la communauté internationale dans sa recherche d'un monde avec plus de justice, d'un monde où les droits de l'homme constituent le socle du fonctionnement, les libertés individuelles sont promues, il y a ce déficit de permettre à chaque culture, à chaque État ou à chaque groupe, un principe qui existe, qu'on appelle le principe du self-determination, qui existe en relations internationales, qui veut que chaque peuple choisisse d'abord ses leaders et sa façon de vivre. Et donc, on a l'impression qu'à un moment donné, le label a pris le dessus sur cette capacité-là des peuples, c'est-à-dire de leurs leaders, à pouvoir s'asseoir et identifier ce qu'il faille résoudre. Parce que lorsque vous regardez le cas du Mali, normalement, lorsque vous allez chez un médecin, la première chose que le médecin fait, c'est un diagnostic. Même si vous venez, vous dites au médecin, j'ai des maux de tête. Il dit, écoutez, je vais d'abord vérifier, il fait tel test, et ensuite il vous dit, voilà ce que je constate. Je ne suis pas encore certain de ce que vous avez, mais déjà je peux traiter les symptômes. Et donc je vous recommande des analyses supplémentaires pour être certain. Mais dans le cas du Mali, on semble ne pas avoir recommandé des analyses supplémentaires. On a juste décidé qu'on a le traitement. Et que le traitement, c'est une transition assurée par des civils et ensuite des élections organisées dans un délai de 18 mois. Point. Ensuite, on vous laisse faire le reste. Et on insiste sur le fait que si vous n'utilisez pas ce traitement, et que donc on ne vous assiste pas, on vous considère comme des personnes qui ne veulent pas le développement de votre propre peuple et donc qui ne peuvent pas être acceptées par le système international. Et donc on punit le peuple qui, dans ce cas-là, souffre de ces punitions. Et cela pose un problème de durabilité, puisque nous sommes dans un monde aujourd'hui qui parle de développement durable. Et le développement durable doit aussi passer par la mise en place des systèmes de leadership durable. Et tout système de leadership durable nécessite à un moment donné que les acteurs premiers de ce système et que les autres acteurs qui sont secondaires s'asseyent et permettent à ce que ces acteurs premiers prennent les devants, ce qui n'est pas le cas au Mali. Et donc, vous avez une partie de la société civile malienne, des acteurs de la société civile malienne, qui comprennent la nécessité de ne pas forcément courir après le délai. Bien que vous avez dans cette même société civile et parmi les acteurs politiques, certains qui estiment qu'il faille rester dans le délai. Et donc, on devrait permettre à ces acteurs de s'asseoir. Vous avez aussi un plan qui a été sorti par la junte, et pas seulement la junte, mais tout ce cortège d'acteurs politiques qui ont élaboré un plan d'action, qui, d'une façon ou d'une autre, disent ce qu'il faille faire avant d'aller aux élections. Voilà. Mais lorsque vous regardez ce plan, et vous regardez le temps qui reste... Pourront-ils tenir dans ces... Techniquement, si tout doit être fait de façon normale et être inclusif, ce n'est pas possible. Mon confrère a parlé de l'effectivité gouvernementale comme un critère assez majeur pour pouvoir parler d'élections crédibles. Qu'est-ce qui nous a conduit à une résurrection de cette crise? C'est bel et bien des élections qui étaient contestées. Et comment est-ce que vous voulez organiser des élections crédibles sans conflit post-électoral si la plupart, sinon la majorité de la population du territoire concerné ne sont pas invités à aller aux élections? Ce n'est pas, n'ont pas participé.
ils peuvent être invités et décider de ne pas aller aux élections, Bien sûr. de ne pas aller voter. Mais lorsqu'il n'y a pas un système qui est mis en place, qui leur permet d'être invités, alors là, il y a déjà un problème de base et de fond qui font que ces élections ont de fortes chances d'être contestées et donc qu'il y a une grande possibilité de terminer avec des conflits post-électoraux. Et c'est ce qui ne fait que se passer. Oui, mais vous savez, dans l'atmosphère, dans le principe conventionnel démocratique, l'élection reste le baromètre, sinon l'indicateur du climat ou de la santé démocratique d'un État. Mais Olivier Descampos disait tout à l'heure que l'élection n'est pas une fin en soi, et que c'est vrai, c'est l'objectif visé après de telles crises et autres. Si Assimi Goïta et son équipe avaient pu tenir dans les 18 mois et on bouclé, et on conclut leur séjour ou leur mandat par une élection, soit-elle bonne ou sommairement critiquable, eh bien on dirait quand même que Assimi Goïta a tenu parole et que son équipe a fait un griffe bon boulot. Vous disiez tantôt que ça n'est pas une fin en soi. Mais c'est au fait ça ce qui fait l'objet de polémiques maintenant. Parce que, vu le délai, le temps qui reste à cette équipe de Assimi Goïta, ce n'est pas évident que le scrutin présidentiel prenne corps. Tout à fait, tout à fait. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est revenir à la notion de souveraineté. Vous le disiez tantôt, le baromètre qui mesure en griffe la vitalité, mais qui a fixé ce baromètre-là? C'est pas les Africains, c'est pas nous. Et vous savez, il faut que... On en fixe rarement. Il faut que... On en fixe même pas rarement, aucun. On en fixe aucun. On subit à chaque fois. Non, c'est important que nous asseyions et que nous réfléchissions. Comme l'a dit mon confrère, il y a un diagnostic qu'il faut poser. Aujourd'hui, vous êtes à pratiquement une année pour dire du coup d'État. Alors, moi, j'aime bien me poser la question de savoir, alors, est-ce qu'il faut commencer par compter le délai de la transition depuis le mois, c'est-à-dire depuis août 2020, ou il faudrait-il commencer par compter depuis mai 2021? Ce qui voudrait dire que si on devrait compter à partir, parce que tout ce qui s'est passé entre août 2020 et mai 2021 est considéré comme nul. Parce que tout a dû être repris à zéro, parce que le colonel Assimi Goïta a jugé, estimé que tout ce qui se faisait n'allait pas dans le bon sens. Justement. Donc, il a dû reprendre les rênes. Et donc, je me dis, mais, si on doit commencer par compter à partir de mai 2021, mai 2021, c'était il y a à peine 3 mois. Alors, ça veut dire que pour ceux qui veulent qu'il y ait des élections dans 18 mois, là, il y a un problème. Et vous avez évoqué ça dans l'élément qui est passé. Le gouvernement a juste, le mois dernier, annoncé son plan d'action. Alors, vous pensez réellement que ce plan d'action-là peut être mis en œuvre dans l'espace du temps qui reste, organiser des élections, valider la Constitution et puis faire les élections présidentielles et législatives et tout ça en si peu de temps? Non, je pense qu'il faudrait que ce soit la communauté internationale, que ce soit même la CEDEAO, parce que la communauté internationale, elle est là où elle est. Mais quand on prend le cas de la CEDEAO, qui comprend les réalités africaines, qui est sur le terrain africain, qui puisse prendre du recul, essayer donc d'analyser outre mesure la situation et puis prescrire le meilleur traitement qu'il faut, parce que ça ne sert à rien. Organiser déjà, même quand vous prenez le paysage politique malien aujourd'hui, qui est en mesure de prendre les rênes de ce pays-là et de le gouverner comme cela se doit, faire face aux différentes menaces sécuritaires, politiques, économiques, sociales qui se posent avec acuité dans le pays. Donc c'est la question à laquelle il faut répondre en urgence. Et ça ne se fait pas dans la précipitation, ça ne se fait pas sous la pression internationale. Non, il faut laisser le temps aux hommes qui sont là de faire le travail et de les juger après sur le travail qu'ils auront fait. Le maître mot reste le temps. Le temps. Le temps. Pourront-ils tenir jusqu'à quand la fin de cette transition? Vous savez, monsieur Monsieur Davor, le dossier malien. Je vous dirais déjà, la réponse viendra d'une question. Ne me traitez pas d'Africain, parce qu'il paraît que nous, en Afrique, quand on nous pose une question, on ne répond pas à une question. La question, c'est qu'est-ce qui a causé la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui au Mali? Vous verrez que la réponse à cette question ne peut pas être unique. Il faudrait qu'on puisse interroger tous les acteurs, toutes les forces vives. Toutes les forces vives qui, d'une façon ou d'une autre, contribuent à l'état dans lequel le Mali se trouve aujourd'hui.
Et pour faire ce travail, cet exercice, Monsieur Davor, cela demande techniquement plus de 18 mois. Ah oui. Techniquement. Si on doit inviter à la table de négociation chaque acteur majeur, et quand nous parlons de chaque acteur majeur ici, nous ne parlons pas des acteurs de la société civile, encore laquelle des sociétés civiles, c'est ce qui se retrouve aujourd'hui sur le 1/3 du territoire. Mais nous parlons de tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, contribuent à ce que l'ensemble du territoire malien, aujourd'hui, est ce qu'il est. Donc, ceux qui sont séparatistes, qu'ils puissent s'exprimer, qu'on puisse créer une sorte d'assise qui permettent d'identifier le problème, et une fois que le problème est identifié, qu'on commence maintenant le processus de traitement. Quelle est la solution? Et donc, si on ne peut pas répondre à cette question, qu'est-ce qui a aujourd'hui réellement amené le Mali à se retrouver là où il est? Quel que soit le traitement qu'on va proposer, on serait en train de rater quelque chose. Et on pourrait se retrouver encore à parler d'un Mali qui soit en train de subir un putsch dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, ce qu'on ne souhaite pas. Et donc la meilleure façon de procéder aujourd'hui, c'est bel et bien de ne pas se concentrer sur le temps, mais de se concentrer sur la problématique, de répondre aux questions qui permettent d'identifier le vrai mal. Et cela, c'est seulement les Maliens qui peuvent le faire. Parce qu'ils sont les seuls qui savent ce dont il s'agit concrètement. Et voilà, cette question, la réponse à cette question permettra au Mali d'évoluer et non la pression du temps qui est fixée comme un baromètre pour le développement de la politique et de la stabilité au Mali. Merci. Morgane Metondi, Assogba, Olivier Descampos. Nous allons enclencher la deuxième partie de notre émission en laissant tel le sujet malien, on va le temps d'y revenir, on continue de suivre l'actualité. Rendons-nous maintenant au Soudan. Qui l'eût cru? Qui l'eût su? Eh bien, la menace d'arrestation de l'homme fort d'alors remonte à plusieurs mois maintenant, ou peut-être à plusieurs années. C'est vrai, la menace n'avait pas pris corps et sereinement. Il naguait presque les instances internationales et voyageait même au-delà des frontières du Soudan. Mais prenait soin de visiter seulement ces pays qui n'ont aucun accord avec ces instances. Donc c'était des déplacements, mais des déplacements, je dirais, stratégiques. C'était courageux de la part. Je veux parler de ces déplacements de Oumar El-Béchi. Oumar El-Béchi qui, à en croire, le gouvernement soudanais, plus précisément la ministre des Affaires étrangères du Soudan, sera remis à la disposition de la Cour pénale internationale. C'est vrai que si on remontait, comme je le disais, à quelques années plus tôt, personne ne pourrait y penser à cette possibilité. Eh bien, ce sera fait. À en croire, l'État soudanais, ce sera fait. Olivier Michel Descampos. La nouvelle est tombée. Il faut dire qu'il fut un temps où parler de la CPI au Soudan était passible de la peine de mort. Parce que personne ne voulait en entendre parler. On pourrait tout dire sauf... Tout dire sauf parler de la CPI. Oui, mais vous savez, les choses évoluent, les choses changent. Et nous sommes en plein dans un nouveau bouleversement de la politique dans ce pays-là. Et c'est la conséquence que nous observons là. Alors, ce qu'il faudrait dire par rapport à ce dossier, c'est d'abord de constater la posture adoptée par les autorités soudanaises à travers donc, cette déclaration qui annonce l'envoi, en tout cas le transfèrement prochain de M. Oumar El-Béchi au niveau de la CPI. Alors, ça c'est la déclaration, mais derrière cela, il faudrait que un certain nombre de conditions soient réunies parce que jusqu'à preuve du contraire, le Soudan n'est pas signataire, ni n'a ratifié donc, le traité de Rome, donc la Cour pénale internationale. Donc il faudrait d'abord qu'il y ait cette procédure-là qui soit réalisée pour que, effectivement, M. Oumar El-Béchi ainsi que ses co-accusés puissent être transférés donc, devant cette cour-là. Alors, c'est un retournement, comme je le disais tantôt, qu'il faut analyser sur peut-être le plan
la politique de la stratégie actuelle de ce pays-là. Parce que vous avez... Avant d'arriver aux implications qu'on pourrait entrevoir, hein, vous imaginez Omar El-Béchi à la barre, à ces pays, avant d'en arriver aux implications possibles, faisons un bref devoir de mémoire. Quelle a été sa part de responsabilité dans ce conflit de Darfour? Alors, sa part de responsabilité, il faut dire qu'elle est quand même assez conséquente. Parce qu'on a beau dire avancer des crimes contre l'humanité, recherché pour génocide et crimes contre l'humanité. Et parlant des chiffres, il y a des chiffres accablants de décès, de blessés, de déplacés. De famine et de tout ça. Oui, il faut dire que sa responsabilité est assez importante pour notamment avoir armé donc, les milices Ndjaoui lors du conflit dans le Darfour, qui a fait donc toutes ces victimes-là dont vous parlez. Alors oui, sa responsabilité... On parle de 300 000 morts et près de 2,5 millions de déplacés, essentiellement durant la première étape, les premières années. Voilà. D'après les Nations Unies, bien évidemment. Oui, vous l'avez dit tantôt, le baromètre, toutes les mesures, tous les chiffres, toutes les mesures sont faites par ces instances-là. Mais je tiens à préciser. Oui, vous faites bien de préciser. Aucune source soudanaise ne dit cela concrètement, mais c'est un fait. Et nous, malheureusement, nous ne pouvons faire qu'avec cette donnée-là que nous avons. Nous ne pouvons qu'apprécier cette donnée-là que nous avons. Mais pour dire que, effectivement, la responsabilité de l'homme, elle est assez importante. L'homme dira à son niveau que non, c'est pas, voilà, il défend sa position. Et il a toujours fait, même lors de son procès où il a été condamné, mais pas pour les crimes qu'il a commis, mais plutôt pour une affaire de corruption après sa chute en 2019, pour dire qu'effectivement, il va falloir qu'il puisse apporter des réponses à ces questions qui sont sur le tapis, qui sont posées par rapport à toutes ces personnes-là qui ont été tuées, qui ont été massacrées lors de ce conflit-là dans le Darfour. Morgan Metonji Assoba, nous sommes au Soudan. C'est vrai que Decampos l'a dit, il y a quelques années, on pourrait penser à tout, sauf à l'arrestation d'un Omar El-Béchi, l'autocrate, l'un des plus puissants dans cette partie de l'Afrique. Maintenant, c'est fait. Et son État a eu le courage, je veux dire, les autorités soudanaises ont eu le courage de prendre cette décision. Je dirais une décision sensible, délicate, de mettre à la disposition, de vouloir mettre à la disposition de la CPI Omar El-Béchi, les mois ou années à venir. Une décision, comme vous l'avez dit, assez courageuse, même si elle est assez compréhensible, et qu'elle n'exclut pas ce qui doit être. Ce qui doit être qui est que lorsque vous avez le soupçon d'avoir semé à un moment donné des graines de crime, d'une façon ou d'une autre, il vient un autre moment où vous devez répondre de cela. Vous devez rendre compte de ce qui s'est passé. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce que mon confrère a déjà dit, mais je vais attirer l'attention sur un élément pertinent. C'est la constitution des dossiers qui vise à porter des charges contre ces personnes qui sont amenées devant la Cour pénale internationale et même déjà la problématique de la conception de ces crimes. Quand on parle de tous ces morts qu'il y a eu au Darfour, il n'y a pas eu que le camp dirigé à l'époque par Omar El-Béchi. Il y a eu un camp adverse. Bien évidemment. Et il y a eu des échanges, il y a eu un conflit. Et donc, à l'issue de ce conflit, on a eu un certain nombre de morts. Et je viens ici souligner la complexité du travail de la Cour pénale internationale qui, dans sa conception même, dans la nature de son travail, a déjà des difficultés. Pourquoi est-ce que depuis toutes ces années, on n'a pas forcément eu des chefs d'État qui ont été accusés d'avoir contribué à ces crimes contre l'humanité, à ces crimes de guerre? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu ces chefs d'État condamnés? Simplement parce qu'il y a une problématique par rapport au crime et à la capacité des dossiers à prouver de la culpabilité de ces acteurs.
Et cela s'explique par quoi? Nous sommes dans un système de justice où les juges de la Cour pénale internationale ne peuvent se prononcer que sur les preuves et sur leur capacité à prouver la culpabilité. Le lien entre le crime qui a été commis et l'inculpé, la personne qui est mise en accusation. Et de l'autre côté, vous avez ces personnes-là qui sont des anciens chefs d'État, des leaders, qui ont la capacité de se payer un arsenal d'avocats, qui ont l'expertise et qui pourront démontrer d'une façon ou d'une autre, par A plus B, qu'il n'y a pas de lien direct. Leur innocence. Exactement, qu'il n'y a pas de lien direct. Et donc, comment est-ce qu'on prouve le crime contre l'humanité commis par un certain Béchir qui a pu causer la mort de 300 000 personnes? Où est-ce qu'on va identifier les témoins? Et nous parlons d'une affaire qui s'est déroulée il y a des années. Ah oui. Et vous avez vu, lorsque vous écoutez les juges, lorsqu'ils ont décidé de libérer l'ex-président Gbagbo, ils ont dit simplement que les preuves, le dossier n'était pas convaincant et que les preuves ne permettaient pas d'inculper ou bien d'accuser, de condamner M. Gbagbo. Et laissons M. Gbagbo... Ils ne s'en sont convaincus que 10 ans après. Que 10 ans après. Et parlons de M. Bemba aussi, qui a été acquitté. Donc, on peut se retrouver dans un processus que si M. Béchir a bien les moyens de se payer les meilleurs avocats, on peut se retrouver dans un processus, le résultat sera le même, où on va l'inculper, où ça va prendre des années et qu'il aura des avocats capables de montrer qu'il n'y a pas eu, on ne peut pas lier l'ensemble de ces crimes ou une grande partie de ces crimes directement à son action. Parce qu'il faut bien trouver le lien direct entre le présumé accusé. On n'est pas à l'abri d'une comédie juridique récurrente. Qui n'est rien d'autre que ce qui renaît, ou du moins vient de la conception même de la Cour pénale internationale. Comment est-ce qu'elle peut fonctionner? Sur quelle base elle peut fonctionner? Dans cette capacité de fonctionnement, il y a déjà la problématique même de la constitution des dossiers pertinents pour pouvoir inculper ou accuser et voire condamner un certain nombre d'acteurs. Et parlant de la délicatesse de la constitution du dossier, quand on se réfère à la longévité d'un Omar El Béchir, quand on se réfère à son parcours, 60 et près d'une trentaine d'années, à gérer de main de maître, est-ce qu'on parlera de main de maître ou de main de fer ou C'est impressionnant. Et donc, où est-ce qu'ils iront trouver les preuves? Ces dossiers, ces preuves. Où est-ce qu'ils iront trouver les preuves pour l'inculper? Parce que il n'est plus question de savoir s'il est coupable ou pas. Ou s'il est coupable ou pas, ça peut sauter à l'œil de ceux qui étaient au Soudan et qui ont vu faire. Mais la question est, est-ce qu'on peut prouver les preuves qu'il est coupable? Face à un homme qui fut aussi fort. C'est ça. Vous savez, Olivier de oui, vous savez, les preuves, il parlait tantôt des preuves, mais moi je voulais attirer l'attention sur autre chose. Vous savez, ça fait pratiquement une année que cette procédure-là, qu'il y avait déjà eu des annonces. Bien sûr. Quoi, voilà. Donc, vous savez, il a géré Omar El Béchir pendant une trentaine d'années avec des personnes qui sont actuellement aux affaires. Donc, la question qui se pose, c'est de savoir, au cas où cette procédure-là aboutirait, on risque d'avoir à faire des déballages parce que le monsieur, lorsqu'il va devoir se défendre, il va devoir citer des noms. C'est une hypothèse qu'il ne faut pas négliger. Et de l'autre côté, vous parlez tantôt de décisions courageuses du ministère des Affaires étrangères. Est-ce qu'elle est vraiment courageuse cette décision-là ou bien une décision contrainte? Moi, je la vois plus. On s'y attendait. Il y a deux lectures. Mais il fallait le faire. Il fallait le faire, mais vous savez, il y a une condition atténuante. Vous connaissez mieux que moi les conditions qui entourent cet État-là et tout ce qui... Bon, c'est clair que c'est une décision qui est téléguidée. D'une part, on peut l'analyser sur cet angle-là. Il a fallu l'affaiblir d'abord politiquement. D'abord, voilà, et pour justement, je rebondis là-dessus. Il serait aussi puissant qu'alors que tout à fait, rien, on n'en serait pas là. Et je rebondis là-dessus pour dire que c'est peut-être également une stratégie pour se débarrasser d'un collet gênant. Voilà, tout comme on a fait pour suivre mon regard. Donc vous voyez, c'est assez intéressant à observer. Mais moi, j'analyse tous ces événements plutôt sur le coup de... Vous savez, l'envoi à la CPI, mon confrère l'a dit tantôt, les dossiers. Vous savez, la solidité des dossiers. On envoie des gens qui reviennent après parce que le dossier n'est pas solide ou pratiquement vide le dossier.
Alors, ça pose la question de se demander, je n'irai pas forcément dans le sens de ceux-là qui pensent que c'est une cour contre les Africains, mais juste pour remarquer, et ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on puisse comprendre techniquement pour se dire que, vous savez, la Cour pénale internationale, de mon point de vue, moi, vous savez, j'ai réalisé un travail il y a quelques années sur les sanctions internationales comme un instrument de puissance à la main, donc au service des grandes puissances. Et moi, j'interprète la Cour pénale internationale exactement de la même manière, comme un instrument de la puissance des grands de ce monde-là, qui décident ou qui envoient, qui veulent, parce que vous savez, il faut qu'on puisse... Ils décident d'en libérer quand... D'en libérer, peut-être lorsqu'ils se rendent compte qu'il n'est plus possible c'est moins gênant. Voilà, de tenir. Mais vous savez, il faudrait qu'on puisse comprendre cela de ce point de vue-là. Se dire, c'est un jeu de puissance. Vous savez, la puissance, c'est défini comme la capacité d'un État à pouvoir imposer sa volonté aux autres États sans pouvoir elle-même subir en retour une pareille violence de la part de ces derniers-là. Vous savez, donc, quand vous analysez, vous pouvez comprendre, vous savez, le cas de Omar el-Béchir, aujourd'hui, on sait tous comment, dans quelles conditions il a été renversé, d'abord affaibli, comme vous l'avez dit, emprisonné et maintenant livré à la Cour pénale internationale. On ne peut pas ne pas y voir quand même des possibilités, de telle ou telle puissance dans ce dossier-là. Et le deuxième élément, rapidement, que j'aimerais aborder, c'est que, comme je le disais au début de mon intervention, il faudrait que le Soudan puisse ratifier le traité de la CPI pour pouvoir pleinement être en capacité d'envoyer M. Omar el-Béchir, c'est quoi accusé si ce n'est que ça. Si ce n'est que ça. Et vous vous souvenez que la Côte d'Ivoire également a dû en vitesse, en 2010, a dû rapidement ratifier pour pouvoir envoyer. Donc, on se rend compte qu'on est dans des systèmes où vous avez des États qui sont soit partis ou même pas partis, mais contraints pratiquement à faire des procédures rapidement pour pouvoir satisfaire à cette exigence-là. Et pour finir, il est indéniable qu'il y a des faits. Et cela, mon confrère le disait tantôt, il y a des faits qui doivent être prouvés. Il y a des morts. Parce que la CPI, quoi qu'on lui reproche, quelque chose qu'on lui reproche, elle n'invente pas. Jusqu'à preuve du contraire, la CPI n'a pas encore inventé des cadavres. Peut-être elle fait erreur sur la personne, elle prend souvent la mauvaise personne, ou elle identifie mal, où la procédure est biaisée. Mais jusqu'à preuve du contraire, les faits sont là. Et il faut que les gens puissent répondre, que ce soit les bonnes personnes qu'on a actuellement ou pas. Il faut quand même que le processus puisse aller à son terme pour qu'on puisse, que ce soit du camp de M. Omar el-Béchir ou du camp adverse, qu'on puisse véritablement... Comme vous le dites, il va falloir aussi que la CPI en interpelle dans chaque camp. Tout à fait. Quand il est question chaque fois, parce que ce ne soit pas juste la justice des vainqueurs. Jusque-là, je ne sais pas si vous en avez connaissance quand on devait remonter, pour une petite parenthèse, au conflit ivoirien. Il n'y en a pas eu dans le camp adverse. Revenons à notre sujet. Troisième sujet abordé dans ce numéro d'enjeux politiques, le cas haïtien. J'en parlais en introduction. Le peuple haïtien a à peine eu le temps de faire son deuil, que la nature le soumet à nouveau à, je ne dirais pas à plus dur, mais à tout aussi dur que le précédent, parce que la République haïtienne n'est pas à son premier exercice de secousses, de cataclysmes, de séismes, de tempêtes, de cyclones et autres. Encore que le bilan continue d'être revu à la hausse pour ce qui est de ce séisme, l'un des plus catastrophiques, que l'on annonce déjà une tempête aussi forte et violente qui menace toujours Haïti. Alors, que dire de ce qui s'abat sur ce peuple, ce peuple frère? C'est triste, mais c'est réel. C'est triste parce que Haïti vit quelque chose de terrible en matière de catastrophes humaines. Il ne s'agit pas seulement de catastrophes naturelles ici, mais ce sont des hommes qui sont on ne va pas parler de perdition, mais en sorte de déchéance. Quand vous vous mettez dans la peau d'un Haïtien, aujourd'hui, vous devez être en train de vous dire que pratiquement, il y a pas de chance.
il n'y a pas de chance, il n'y a pas de sortie, porte de sortie à l'horizon. Vous devez être en train de réfléchir à comment quitter Haïti aujourd'hui. Si vous êtes jeune, si vous êtes quelqu'un qui est un être humain et qui est à la recherche, comme les Américains l'aiment le dire. Quel est ce type de sort? Est-ce une malédiction? Alors, comment comprendre le phénomène? Ce n'est pas une malédiction, mais c'est le résultat d'un ensemble de facteurs, aussi bien humains que, je dirais, géographiques. Facteurs humains, pourquoi? Il ne faut pas oublier qu'Haïti fut, à une époque donnée, un pays qui a cultivé énormément ses ressources premières et ce qui était la ressource la plus majeure, c'était bel et bien la canne à sucre. Mais ce n'était pas une culture ou une économie pour les Haïtiens. Ils étaient en esclavage, ils étaient réduits en esclavage et étaient des propriétés de la France. Et donc, Haïti faisait partie des pays les plus riches à l'époque. Mais aujourd'hui, Haïti fait partie des pays les plus pauvres, pour ne pas dire l'un des derniers. Et donc, le fait qu'il y ait eu une culture intense, et que même après l'histoire avec Toussaint Louverture, qui a remporté une victoire et qui a permis à Haïti de devenir un État indépendant, il a fallu que Haïti paye la perte en droit de propriété à la France pendant une longue période de son histoire. Et donc Haïti s'est appauvri, a appauvri son sol et aussi appauvri sa capacité humaine. Et aujourd'hui, vous voyez, lorsqu'on parle de changement climatique, de cette question de changement climatique, elle est très pertinente. Parce que les États qui subissent le changement climatique ne sont pas forcément les États qui sont les premiers en matière de pollution de l'environnement qui conduit à cette déchéance climatique et géographique qu'on observe. Et donc Haïti n'est pas forcément au bout de ces peines en matière de tempête, en matière de séisme, parce que c'est une partie, géographiquement, il faudrait que les experts fassent ce travail, parce qu'on se rend compte que chaque séisme qu'a connu Haïti est toujours à une échelle effrayante. Très élevée. On se demande comment est-ce qu'on peut survivre à ce genre de séisme. Et donc, il serait temps que l'intérêt de la communauté internationale, intérêt assez objectif, sur que faire pour que le sol haïtien ou cette partie-là du monde ne subisse pas autant les aléas. Pourront-ils vraiment, c'est scientifique ou c'est calculé? C'est possible si, à l'issue des recherches, on arrive à adopter une stratégie. Vous me rappelez là une certaine thèse, je ne dirais pas scientifique, qui pense que voilà, Haïti devrait être déclarée terre inhabitable et qu'il faille déplacer. Surtout pas. Pourquoi? Parce que vous avez des pays qui n'ont pas la capacité en matière naturelle qu'Haïti, mais qui vivent bien. Des pays qui étaient totalement déserts, qui ont été transformés en oasis. Vous avez des États qui ont des problèmes de séisme, mais qui ont trouvé quand même des solutions pour gérer. Quand vous prenez la Chine, par exemple, la Chine n'est pas... Le Japon, exactement. Il y a des gens qui vivent là et qui ont une vie qu'ils apprécient dans ces endroits. Au contraire même, je dirais que ces endroits constituent une source d'attraction. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? C'est ce à quoi les leaders d'Haïti... Oui, mais les autres nations sont évoluées sur le plan scientifique et arrivent même à construire des immeubles dotés de dispositifs antisismiques. On en est bien loin avec nos frères haïtiens. Donc au Japon, il y a des immeubles de nos jours qui arrivent à résister à certains types de secousses. Et cela me ramène au développement que je faisais, l'appauvrissement d'Haïti. Oui. Et donc, il ne s'agit pas du fait que ce sont les Haïtiens qui ont des problèmes, mais c'est les conditions dans lesquelles les Haïtiens vivent qui est problématique. Il y a des responsables entre griffes
il y a ceux qui ont contribué à cette condition doivent prendre leurs responsabilités et réparer d'une façon ou d'une autre. Si aujourd'hui on met les moyens... Est-ce que cette responsabilité exclut cette thèse de terre maudite? Non, je pense qu'aucune terre n'est maudite. Ça, c'est un principe très clair. Dieu n'a pas maudit une partie. Si on croit à Dieu, si on conçoit la capacité de Dieu à créer quelque chose de merveilleux, il n'a pas créé une partie de la terre pour être maudite, et encore moins une race pour être maudite. Donc je me dis que s'il y a une chose qui est très claire, c'est qu'il n'y a pas de malédiction, mais il y a juste une question de responsabilité et de stratégie par rapport à la gestion d'une situation dont on a hérité et des acteurs qui sont impliqués. Eh oui, la régie me signale que nous avons encore quelques petites minutes avant de conclure, mais nous n'allons pas le faire sans aborder le cas afghan, parce que c'est l'un des sujets qui fait l'actualité cette semaine. On reviendra encore sur le cas haïtien, rassurez-vous, Morgana Sogba, Olivier Descampos. Il y a quelques mois seulement, je crois au mois de mai, le président afghan a exprimé à la face du monde tout son patriotisme, que rien au monde, pour rien au monde, il ne quittera la capitale afghane, il quittera sa terre, patrie, qu'est l'Afghanistan. Il a fallu seulement quelques mois et il a été le premier à prendre la poudre d'escampette, la clé des champs, comme on le dit, à fuir et à laisser ses citoyens face au Kaboul. Alors, que dire pour finir, Olivier Descampos? Alors, déjà, moi, je ne voudrais pas être aussi dur avec l'ancien président, si on peut le dire ainsi, afghan. Alors, il faut non, mais il a dit... Oui, il a dit dans des... Je ne crée rien. Contexte, non, tout à fait, vous avez raison, mais il a dit dans un contexte... Pour rien au monde, il quittera la... Tout à fait, il a dit, mais c'était dans un contexte donné. Et il a dû faire face. Vous savez ce qui s'est passé ces derniers jours. Certes, était prévisible, mais a surpris quand même pas mal de personnes quant à sa rapidité. Parce que c'était prévisible, on savait que ça allait arriver, mais pas dans ce timing-là. On se disait qu'on aurait peut-être un peu plus de temps, quelques jours. Mais sans la moindre déclaration, il n'aurait quand même pas fui aussi facilement. En fait. Oui, bon, vous savez, pas replié comme le veulent les forces de l'ordre. On ne dit pas les forces de l'ordre ne fuient pas, donc le chef d'État ne peut pas fuir. Donc, déjà, faudrait se demander. Faire un repli stratégique. Il faudrait se demander s'il a eu le temps, ne serait-ce que le temps même de faire cette déclaration. Même pas le moindre message à son peuple. Dont vous parlez là. Oui, c'est peut-être une maladresse de sa part par rapport à ce sujet-là. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est quand même que c'est triste ce qui se passe actuellement en Afghanistan. Triste pour le peuple, déjà pour le peuple afghan, de vivre cette situation-là actuellement. Et ce qu'il faudrait déjà analyser d'un point de vue tout à fait géopolitique, géostratégique, c'est de voir que, vous savez, quand vous observez les mouvements qui se font, vous savez que la Russie et la Chine sont... L'ambassadeur de la Russie, par exemple, il est resté à Kaboul, il n'a pas bougé, il a même fait une déclaration disant qu'il n'a aucun problème, il n'a rien à craindre, ce qui fait que l'ambassade russe est toujours fonctionnelle actuellement. Pour dire quoi? Il y a un jeu, il y a un vrai jeu diplomatique qui se joue actuellement. Les Chinois, pareil, idem sont là. Donc, vous savez, c'est un peu comme la monnaie de leur pièce aux Américains. Et on a affirmé leur position. La Chine soutient la volonté du peuple afghan. Tout à fait. Donc, vous voyez, il y a déjà une sorte de géostratégie qui se redéveloppe là, dans cette zone-là. Et bien évidemment, chacun, que ce soit Russie, que ce soit Chine, en fonction de ses intérêts particuliers et qui ont déjà entamé des négociations. Pareil pour les Occidentaux qui ont négocié déjà effectivement cette sortie-là de l'Afghanistan, obtenu donc la garantie des talibans que leur évacuation pourrait se faire. La preuve, vous voyez, il n'y a pas d'incident majeur, on les laisse partir parce que ça fait partie des cadres de l'accord qui avaient été trouvés au niveau de Doha pour donc, le retrait des forces américaines. Alors, ce qu'il faut dire pour conclure sur ce sujet, c'est de remarquer quand même la posture des États-Unis. Vous savez, et là je vais aboutir et finir sur le président afghan, la posture des États-Unis qui, quand même, faut quand même le rappeler, qui ont quelque peu
mis de côté l'un des principes fondateurs ou l'un des principes majeurs de leur politique étrangère, qui est celle qu'on ne négocie pas avec des terroristes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait à Doha depuis septembre 2000, depuis février, septembre 2020? Négocier avec les talibans. Alors, ce faisant, je pense que le problème est parti déjà depuis cette initiative-là de négociation, parce qu'en le faisant, c'est une reconnaissance que vous donnez à l'adversaire que vous avez en face. Non seulement une reconnaissance, mais vous montrez qu'il a une certaine capacité. Vous le reconnaissez, toute sa capacité, vous le prenez donc à sa mesure, vous lui donnez une stature beaucoup plus élevée. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui n'est que la conséquence de cette initiative-là qui a été prise. Et pour terminer sur le président afghan, il faut dire quand même qu'il a été humilié. Parce que vous vous rappelez qu'au départ des négociations, l'Afghanistan n'était pas convié. C'était une négociation entre États-Unis et les talibans. Et ce n'est qu'après que le gouvernement afghan a été convié pour ne faire qu'appliquer les décisions, les résolutions qui auraient été issues de cette négociation, à savoir libérer des prisonniers. Cela procède peut-être de la santé de sa diplomatie. Voilà, ce qui fait que le président afghan est devenu comme une marionnette et il a perdu tout crédit, non seulement auprès de sa population, mais également auprès de son armée, ce qui justifie que l'armée n'a pas pu faire le combat sur le terrain. Est-ce qu'on peut le lui reprocher? Ça va être compliqué de reprocher parce qu'il y a déjà des difficultés qui ont été entretenues et qui n'aboutissent que à Merci Olivier. résultat. Michel Descampos, j'admire votre délicatesse diplomatique à éviter toute thèse et thème de lâcheté de la part du président afghan. Morgane Metondi, pour finir sur le cas afghan. Pour finir, je dirais simplement que le président afghan est en train de réfléchir. Il n'est pas fui, il est allé réfléchir. Et ensuite, je reviendrai pour dire que il faut comprendre effectivement ce qui se passe en Afghanistan avec les talibans, comme déjà les États-Unis ont chassé les talibans avec l'aide du gouvernement en 20 jours. C'était 20 jours. Ils ont utilisé 20 jours pour les replier. Dans quel objectif? Le maîtriser. Oui, dans quel objectif? Lutte contre le terrorisme. Maintenant, on se demande quelle est la définition du terrorisme des États-Unis, si tant est que les États-Unis qualifient les talibans comme des terroristes. Est-ce que les talibans sont terminés? C'est la question qu'on se pose. Et donc, cela nous permet de faire une autre lecture, puisqu'on comprend que les États n'ont pas d'amis, mais des intérêts. Il faut dire que les États-Unis ont rappelé à tout le monde entier qu'ils ont dépensé au moins 2000 milliards en Afghanistan. Mais 2000 milliards, c'est l'investissement. Ils n'ont pas parlé du retour sur investissement. Et quel était effectivement ce retour sur investissement? Il y a des analyses qui font parler des ressources, et en l'occurrence du pétrole, qui existe dans cette région et aussi du point stratégique. Et donc peut-être que les États-Unis ont compris que c'était plus rentable. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation assez compréhensible, qui est que les intérêts des États-Unis ont changé. Ils ne sont pas allés en Afghanistan pour la démocratie et aujourd'hui ils sont dans une nouvelle dynamique. Et donc les talibans ont l'opportunité de reprendre ce qu'on leur avait pris et de gérer comme ils souhaitent gérer. Merci Morgane Metondi Assogba pour ces lectures. Merci Olivier Michel Descampos. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Morgane Assogba, vous êtes spécialiste des questions internationales. Avec vous, nous avons revisité et bien compris, bien évidemment, le cas malien. Un an après le premier putsch qui a débarqué ou déposé en termes clairs Ibeka. Un an après la transition, que retenir? On en parlait. Le Soudan, Oumar El-Béchi, qui sera mis à la disposition de la Cour pénale internationale, et puis les impacts sociopolitiques et économiques du cataclysme, du séisme en Haïti, et puis l'Afghanistan, le cas afghan, pour conclure ce numéro d'enjeux politiques. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour lire encore au prisme des experts, des questions internationales, l'actualité sur le continent africain, en Europe et dans le reste du monde. Très bonne journée et très bonne suite des programmes à toutes et à tous.